Le retour de l'FC avec notre invité, bien entendu, c'est Romain Chouet, qui est journaliste en presse écrite, mais aussi en presse parlée, en radio. Il est également écrivain, n'est-ce pas? Oui, qui a sorti un très beau livre et qui est en train de préparer un nouveau. Un deuxième, sur l'athlétisme. On peut connaître le titre, on ne pas encore. Bleu, blanc, or avec Gani Yelouz. Ah, ça, c'est bien ça. Un ex-lutteur marocain qui a pris la nationalité française, qui a décroché une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 avant d'être le directeur technique national de l'athlétisme français. Voilà, un lutteur qui est passé à l'athlétisme. Voilà, sur record. Eh bien, on attend ça avec impatience. Vous viendrez nous présenter ce livre, et peut-être avec Gani aussi, qui est évidemment. Nos éditorialistes, bien sûr, Sami Mojtabi, qui est toujours là, et Mohamed Traoré. La question de l'FC, doit-on professionnaliser l'ensemble du football africain? Donc vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Les filles à l'honneur, c'est le dossier de l'FC. C'est un rendez-vous qui est très attendu pour les filles à ce mondial 2015 au Canada. Les villes qui ont été sélectionnées, Edmonton, Montréal, Vancouver, il y a Winnipeg, il y a également Ottawa, Moncton. Ce sont les villes choisies par la Fédération internationale de football. Romain, vous allez là-bas, vous avez déjà choisi une ville où vous allez y vivre? À Montréal, et on va aller voir quelques matchs à Ottawa, vu que les Ivoiriennes y disputeront 2 rencontres, les 2 premières rencontres de leur poule. Exactement, nous allons commenter ça aussi avec nos éditos qui vont nous donner justement leur point de vue sur ces futurs matchs et puis sur la compétition. Alors, avant de les retrouver justement, nous allons entendre Idelette Mirabel Bissou, justement, qui va nous reparler de ce mondial qui aura lieu du 6 juin au 5 juillet. Quelles sont les chances de nos équipes? Des avis sur les performances déjà, eh bien, se font entendre sur nos représentantes, justement, et puis ce sont des sujets qui alimentent déjà toutes les discussions. Regardons ce sujet. L'Afrique au rendez-vous mondial du ballon rond au Canada. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Nigeria sont les qualifiés des éliminatoires de la Coupe du monde de football féminin qui se tiendra du 6 juin au 5 juillet 2015. Au départ 26, lors de cette compétition, les 3 équipes qualifiées se classent au rang des meilleures équipes féminines du continent. Ces dernières vont devoir affronter en juin les grandes nations comme l'Allemagne, le Japon ou encore les États-Unis. Il faut déjà dire que la Coupe du monde féminine au Canada en juin prochain va être compliquée pour les équipes africaines parce qu'elles tombent dans des groupes assez relevés. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire va se frotter à l'Allemagne, championne du monde, à la Norvège ainsi qu'à la Thaïlande. Dans le groupe C, c'est le Cameroun qui va affronter le Japon, la Suisse et l'Équateur. Le Nigeria dans le groupe D fera face aux États-Unis, à l'Australie et à la Suède. Le Nigeria est peut-être l'équipe africaine la mieux placée pour pouvoir accéder au prochain tour, à la prochaine étape lors de cette Coupe du Monde-là. C'est une des valeurs sûres du football féminin en Afrique. Le Nigeria se présente comme l'équipe africaine qui a le plus d'expérience avec cette participation au mondial. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont seulement à une participation. Même si sur le continent, ces 3 équipes s'illustrent avec un palmarès remarquable, elles vont devoir se surpasser pour franchir la phase des poules mondiales du football féminin au Canada. Voilà, nous allons analyser les groupes. Tout d'abord, le groupe B, c'est avec Sami que nous allons voir ça. Il y a la Côte d'Ivoire qui sera dans le groupe de l'Allemagne, la Norvège et la Thaïlande. Nous allons voir les matchs. Tout d'abord, le 7 juin, un certain Allemagne-Côte d'Ivoire, ensuite Côte d'Ivoire-Thaïlande et Côte d'Ivoire-Norvège. Nous allons laisser le tableau en place et puis voir avec Sami. Sami, quelles sont les chances des Ivoiriennes? Ça va être difficile. C'est l'équipe africaine qui a le plus de chances. Une victoire serait une réussite pour l'équipe africaine. Une qualification au second tour, un exploit. Clairement, l'Allemagne et la Norvège sont au-dessus. Ce sont des footballs beaucoup plus développés dans ces pays-là. Le match contre la Thaïlande reste ouvert. Ce serait la seule petite porte, la seule petite option pour une victoire. Donc il faudrait tout donner sur ce match-là, mais ça reste très compliqué pour les équipes africaines féminines à ce niveau-là. Le groupe C avec Mohamed Traoré, Cameroun, avec Japon, Suisse et Équateur. Je pense que contre le Japon, Mohamed, ça va être hyper difficile. Oui, les Japonaises, ils ont l'expérience de ce genre de compétition-là. Même si le Cameroun a déjà participé, mais n'a jamais franchi le premier tour, c'est toujours une inconnue à ce genre de compétition quand on y va, surtout en compétition africaine. Bon, l'Équateur, on ne connaît pas grand-chose de cette équipe-là. Je pense que c'est quand même ouvert pour le Cameroun. Si on arrive à mettre en place un bon plan de préparation avant la compétition, ils peuvent espérer se qualifier. Ils ont beaucoup plus de chances que la Côte d'Ivoire, par exemple.
Le groupe D maintenant avec Romain qui va nous dire quelques mots. Nigeria, Australie, Suède et États-Unis. Attention, les États-Unis, c'est une forte puissance donc internationale parmi les femmes qui a remporté 2 fois déjà la compétition. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Il y a des énormes épouvantails que sont les États-Unis, la Norvège, l'Allemagne qui est la meilleure nation mondiale, le Canada et la France, voire derrière le Japon et la Norvège et la Suède. Donc quand on voit cette poule... De toute façon, il ne faut pas se leurrer, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont les petits poussés de la compétition dans son ensemble. Il n'y a pas, au classement FIFA, il n'y a pas d'autres équipes qui sont derrière ces 3 nations. Le Nigeria est de mémoire 39e nation mondiale. Historiquement, c'est l'équipe féminine africaine qui est la plus forte, la plus développée. Mais ça reste quand même à un échelon C ou D sur une échelle par rapport au football féminin international, qui en plus c'est vraiment à 2 vitesses. D'un côté, on a des nations majeures comme les États-Unis, le Canada, qui historiquement a développé le football féminin avant le football masculin, qui commence maintenant à se développer sur place. La France se professionnalise avec Paris, Juvisy, Montpellier et évidemment Lyon. Mais derrière, tous les clubs sont des clubs amateurs. Donc je vois mal comment, pour l'instant, les équipes africaines pourraient réussir à faire autre chose que décrocher un nul, voire une victoire miraculeuse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à les retrouver en quart de finale. En 8e, pourquoi pas sur un miracle, mais il y a encore énormément de marge et d'écart entre les meilleurs, le top 10 mondial et le reste. Oui, Romain est très pessimiste, mais effectivement, ça se comprend peut-être le fait qu'il n'y ait pas un championnat comme dans certains pays d'Europe, comme par exemple en Allemagne, oui, clairement, ou aux États-Unis, ou ou au même, Japon, il n'y a pas des championnats assez... Ou même la Ligue des champions féminine en Europe, qui est d'un très très bon niveau. Non, il y a un échange. Encore, on voit la différence entre certaines équipes. Oui, en plus. Sur une demi-finale, on ne verra jamais ça ailleurs, mais sur une demi-finale, il y a quand même un club allemand qui a gagné 6-0 en demi-finale. Donc déjà en Europe, les écarts sont énormes. Donc imaginez avec l'Afrique, l'échelon est encore grand à gravir, mais il faut passer par là pour progresser. Exactement. Et ce genre de compétition servira à ces nations pour les années futures. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend, dans la défaite aussi, et après dans la victoire. Nous allons voir défiler justement quelques photos de nos représentantes du continent, notamment donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'équipe du Nigeria. Alors, mon cher Mohamed, le Japon favori, les outsiders, États-Unis et Allemagne, selon vous? Moi, je les mets au même niveau. Le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, un peu la France aussi. Je les mets au même niveau, voilà, parce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun en même temps. C'est à peu près ces nations qui sont et les Nigeria, les leaders du football féminin au niveau mondial. Après, sur les la meilleure nation mondiale actuellement. Voilà, donc ça fait partie des 4 équipes dont j'ai cité tout à l'heure. Mais ce qu'il faut noter, enfin, sur les équipes africaines, il ne faut pas oublier aussi le beau parcours du Nigeria à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, je crois, féminine, où il y a une Nigériane qui a fini meilleure joueuse. Donc c'est vrai que ce n'est pas les mêmes compétitions, ce n'est pas les mêmes catégories, mais on peut peut-être s'attendre aussi à des surprises de ce style-là, parce que le Nigeria, quand même, au niveau féminin, de valeur qualité intrinsèque, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce niveau-là, mais c'est beaucoup plus les compétitions, les programmes de préparation, ça va dépendre beaucoup plus de ça en fait, je trouve. Nous allons voir quelques stades peut-être, si nous avons la possibilité, voir les stades où vont se dérouler justement les compétitions, tout en vous rappelant bien que seul le Nigeria, on confirme, a eu une grosse participation, a même participé au quart de finale en 1999. Et je rappelle qu'en 2011, c'est le Japon qui a été vainqueur, Japon qui a été quart de finaliste. On voit comment les stades sont jolis, superbes du côté du Canada. Ça sera sur des pelouses synthétiques d'ailleurs. Ah ouais, en plus, hein, ouais. Parce qu'il fait très froid aussi, il faut le dire. Parce que l'hiver est très difficile au Canada, évidemment. Donc avoir des pelouses en herbe est très compliqué à entretenir, voire impossible. Donc ça a créé d'ailleurs une petite polémique avec les meilleures nations mondiales qui ont signé une pétition pour changer les pelouses. Évidemment, ça n'a rien donné, puisqu'il fallait voir ça il y a quelques années quand le Canada a reçu l'attribution de cette épreuve par la FIFA.
Donc tous se joueront sur pelouse synthétique et on le voit avec l'équipe de France en ce moment qui s'entraîne sur pelouse synthétique pour être prête à y défier le Canada ou les États-Unis qui, eux, ont l'habitude sur place de jouer sur ce genre de terrain. Romain nous donne un bon détail. Est-ce que les équipes africaines sont habituées? Justement, c'est déjà, il n'y a pas cette habitude-là. Et puis surtout, où se préparer sur un gazon synthétique. Si on ne pense pas à ça et que, parce qu'il faut un peu des crampons spéciaux, il faut adapter, il faut... voilà, c'est un peu différent par rapport aux appuis, par rapport à la trajectoire du ballon. Ça reste quand même de belles pelouses et de beaux ça dépendra écrans. de l'intelligence des fédérations africaines, comme les autres fédérations, de dire, voilà, on prend un camp d'entraînement où il y a des gazons synthétiques. Et les matchs amicaux aussi sur des gazons synthétiques. Vous avez une collection de crampons moulés chez vous ou pas? J'ai tous les crampons pour jouer, mais je pense que c'est plus aussi un avantage. Quand on compare certaines pelouses africaines, ce sera un vrai tapis pour ces joueuses et elles pourront s'exprimer pleinement, au moins au niveau technique. Voilà, les questions concernant la dernière émission, on demandait justement, est-ce que vous avez le sentiment que la CAN a atteint un niveau international? Eh bien, certains téléspectateurs nous ont répondu comme intégrale de Calvin qui nous dit, non, je ne crois pas que certes, le niveau de jeu a évolué, mais la CAF ne fait pas ce qu'il faut pour l'instant. Il y a aussi Abdoulaye Kone qui nous dit, aucun baromètre ne l'indique, mais la CAN est mieux suivie que les compétitions du même genre comme en Asie ou en Océanie. Et enfin, Laurette du Gabon qui nous dit, oui, depuis Abedi Pelé et Georges Weah, eh bien, justement, ces deux garçons ont montré la voie pour la CAN. Fin de la deuxième partie, on se retrouve pour la 3 tout à l'heure pour parler du football international.